Alors là, on vient de quitter à regret Romain, juste derrière, là c'est il suffirait de tourner, de descendre de quelques dizaines de mètres, on tombe sur lui. Donc là, on fait le tour de cette petite corniche ménagée par l'érosion. Et on arrive, on quitte donc on a quitté le cours principal du DKWD, on a même quitté un premier petit alvègue secondaire, on arrive dans un deuxième petit alvègue secondaire qui est ici, donc qui lui rejoint vraiment la plaine. Et en fait, c'est au coin, donc juste au-dessus de là où était Romain en fait, qu'on a les secteurs de DKW2, S1 et S2 qu'on va aller voir maintenant. Sans se casser la figure. Alors le premier point que je vais vous montrer, en fait c'est là comme on avait découvert le site, c'est DKW1, DKW2 S1. Donc il se trouve exactement ici, là je suis en DKW2 S1 et juste derrière on va trouver l'extension de DKW1 S1 puis DKW2 S2 qu'on va aller voir maintenant. On a fait un petit panorama pour montrer comment on arrivait ici dans ce secteur, donc DKW2 S1 qu'on vient et S2, là je suis en S2 en fait. Mais c'est juste pour rappeler que sous l'arbre que tu viens de filmer, je pense en tout cas voilà qu'on voyait ici, sous cet arbre en fait se trouve Romain. Ça veut dire que là-bas, vous vous souvenez qu'on était donc dans ce paléosol qui débute vraiment le membre 3, en fait, là, enfin disons l'érosion puis le paléosol, là ça débute le membre 3 puisque ça recoupe la Bernosa qui était le sommet du membre 2, de la séquence 2. Et ensuite là on rentre vraiment donc dans notre séquence 3. Qui est scandé d'un point de vue des formations géologiques comme archéologiques de la façon suivante. Donc au-dessus du paléosol, vous vous souvenez qu'on a toute une grosse épaisseur de silt. Ces silts, ils montent très haut, ils montent grosso modo, là je ne peux pas trop les montrer, si je vous les montre, allez hop, voilà. Voilà. Ces silts, là je suis dessus, voilà, là je suis sur les silts. Donc en fait là c'est le sommet des silts, là Romain est juste en dessous. Tu m'entends Romain ? Voilà, donc là je suis le sommet des silts. Au-dessus, j'ai une grosse épaisseur de ponce coluvier. Grosse épaisseur de ponce. Je te gêne ? Non, pas du tout. Grosse épaisseur de ponce coluvier là qui sont venus se déposer. Donc il y a évidemment une inconformité, c'est qu'en gros il y a les silts qui se font éroder. Donc il y a une érosion évidemment là qui est venue éroder ces silts. Puis après on a les dépôts de ponce coluvier. Dans ce secteur qui certainement est au débouché d'un petit alvègue en fait. C'est pour ça qu'on a ici l'accumulation qu'on va observer et qu'on a aussi les paléosols, parce que certainement si on a ces paléosols qu'on va voir dans un instant, c'est parce qu'il y a la végétation. S'il y a beaucoup de végétation, c'est qu'on est dans un endroit humide, on est plutôt dans un creux. Donc en fait là on a la chance d'enregistrer un remplissage de paléochenal, grosso modo, enfin de talvègue. Donc on a cette grosse épaisseur de ponce coluvier qui fait peut-être bien 3 mètres de ponce coluvier, qui sont au niveau où je me trouve et au-dessus de moi. Ponce coluvier qui se termine par une formation de paléosol brun qu'on voit très bien ici. Donc là vous avez ce paléosol brun qu'on suit. Alors là où il est magnifiquement exprimé, c'est là par exemple, vous voyez. Là je ne sais pas si tu le vois bien à l'image, mais là on voit bien le liseré brun qui fait 3 cm d'épaisseur. Là c'est lui que quand on l'a trouvé, on a commencé à le fouiller ici. C'est un paléosol extrêmement riche en organique. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas du tout ? À tel point que là, la datation qu'on a, en fait, c'est sur de l'acide humique. En fait, c'est carrément l'humus qu'on a pris, qu'on a daté, quoi. Donc là, on a ce paléosol qui est donc daté, lui, à en gros 9003 cal BC, à plus ou moins, je sais plus combien. Donc là, on a ce paléosol qu'on a appelé le paléosol 4, sachant que je ne l'ai pas dit, mais DKW1, c'est le paléosol 5. Du coup, on aura un problème pour donner un nom au paléosol intermédiaire qui est en train de gratter Romain, mais ça, on verra plus tard comment on le nomme. Donc là, c'est le paléosol 4, qu'on suit donc sur une assez large extension, mais pas non plus monstrueuse. En gros, on l'a depuis ici. Au-delà, il doit exister, mais on ne pouvait pas trop aller le chercher, puis il est érodé. Et il va en gros un petit peu plus... il va jusqu'à Lucille, voire un petit peu plus loin. Donc on a une... Je sais pas, là, je dirais au pif, 10 mètres d'extension, attention à toi, de ce paléosol. Puis, donc là on le suit, il est là, le paléosol, partout. Ensuite on a de nouveau une bonne épaisseur de ponce coluvier, là que vous avez devant moi, bien lité. Puis un épisode de silt, revoilà des silts, alors silt coluvier, ou transgression mineure, ça je crois qu'il faudra qu'on voit avec Romain et Laurent ce qu'il en est. En tout cas, on a ce lit de silt. Puis on a au-dessus... Oh merde! Je suis redescendu tout droit.
J'ai enterré un sac d'ailleurs, je crois. Hop, je passe par là. Tu m'entends toujours bien? Ouais, nickel. Donc là, on a les siltes que je viens de montrer, là, qui sont ici. Là, en gros, je marche dessus, quoi, sur cette marche de silt. Au-dessus, on a un paléosol. Ce paléosol qui correspond sûrement à ce qu'on avait appelé les paléosols 2 et 3, qu'on avait observé à quelques distances d'ici, et qui là, manifestement, n'en forme qu'un seul, en fait. Donc on a un gros paléosol. On ne l'a pas daté parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun matériel archéologique. On pourrait dater peut-être l'acide humique, on peut peut-être le faire. En toute rigueur, il doit se caler entre 9900, le paléosol 4, et 9300, le paléosol 1 qu'on va voir dans un instant. En fait, il est là. Là, il y a le paléosol 1. Donc on a ce gros paléosol 2-3, on va l'appeler comme ça, qui se cale donc en plein milieu sans doute du 10e millénaire Calbécé, et qui a priori ici ne contient en tout cas là aucune industrie, aucune trace d'occupation humaine. Et de fait, nulle part ailleurs pour l'instant on a trouvé de trace d'occupation humaine contemporaine de ce paléosol là, mais avouons qu'on l'a surtout observé ici. Donc là ça peut être voilà, tout simplement parce qu'on n'est pas au bon endroit pour trouver des traces d'occupation. Quoi qu'il en soit, au-dessus de ce paléosol, donc 2-3, un petit lit de ponce coluvier, coiffé par un autre paléosol. Est-ce que tu le vois ici ? Tu le vois? Là on le voit, il est très bien exprimé, là il fait presque 10 cm d'épaisseur, parfois il est plus fin, il fait à peine 3 cm d'épaisseur. Et donc lui c'est le paléosol 1. Donc le paléosol 1 ici, bon, qui est remarquablement bien exprimé là, qui est bien exprimé ici, et qui lui marque vraiment donc, le dernier épisode, on va dire, avant, hop, la transgression lacustre de l'Holocène ancien. Presque, parce qu'en fait, il reste encore un tout petit paléosol qui vient se cacher ici, du coup qu'on a appelé le paléosol 1'. Voilà, il est là, le tout petit paléosol brun qu'on a ici, mais grosso modo, à partir de là, on rentre dans la transgression lacustre, qui commence donc par des épaisseurs, par ce niveau de silt, des niveaux de conspoluvier. Donc là, effectivement, c'est là où il y a encore un tout petit épisode, je dirais, qui n'est pas lacustre à proprement parler. Donc il doit y avoir un petit retrait du lac, et là, on est encore du coup en hors d'eau, et on a ce petit paléosol 1'. Et vraiment, à partir de là, hop, on est dans le lacustre. Avec un niveau repère remarquable là, que Romain et Laurent ont beaucoup pisté et étudié, c'est le niveau à coquillage qui est ici. En l'occurrence, il est exprimé par un niveau, mais en fait, il y en a un deuxième en dessous. Là, il y a deux petits niveaux. Et ce niveau à coquillage qu'on retrouve sur des très grandes surfaces, qui correspond vraiment à la mise en place du macro-lake. Donc ce macro-lake début Holocène, qu'on peut caler grosso modo entre 9000 et 6-5000 Calbécé, et qui marque vraiment la dernière grande transgression lacustre à l'échelle de l'ensemble de la plaine, là où il y a donc à cette époque-là, de nouveau, un seul grand lac du bassin de Zouaïchala. Et ensuite, donc, on a encore des sites, donc on est vraiment là toujours dans cet univers lacustre, avec donc certainement même un lac très profond, alors que là il ne devait pas être très profond. Au moment où on a ces coquillages, manifestement on n'est pas dans une partie profonde du lac, au-dessus c'est beaucoup plus profond, et il peut y en avoir des mètres et des mètres et des mètres. Là il n'y en a pas tellement de mètres conservés, mais ça peut être très épais. À B1 S1 par exemple, il y avait des mètres et des mètres de ces formations. Je ne sais plus Romain, mais à B1 S1, là, enfin à B1, il y avait peut-être presque 8 mètres de formation de ces lacs. Hein. Bon, il n'écoute pas, mais c'est pas très grave. Et en fait, le sol actuel, eh ben, il coiffe, je dirais, cette formation-là, parce qu'ensuite, il y a la dernière régression lacustre qui met en place le paysage actuel, avec le sol actuel, qu'on a évoqué par exemple tout à l'heure à propos de des cas de W5. Voilà ce qu'on a d'un point de vue géologique. Du point de vue archéologique maintenant, on va repartir d'en bas et on revient ici. Donc tu peux, voilà, si jamais tu veux faire un petit zoom, enfin un petit mouvement de caméra, c'est comme tu veux. En tout cas, le paléosol 4 sur lequel sont en train au niveau duquel se trouvent actuellement Clément et Romain. Donc là, on a dit qu'il était daté en gros vers 9900 Calbécé, plus ou moins, je ne sais plus combien. Et il correspond à un épisode marqué par des industries lithiques étudiées par Clément dans sa thèse, et une faune qui est essentiellement une faune mammalienne. Il y a quelques poissons, mais c'est encore vraiment des chasseurs de mammifères terrestres. Ensuite, on ne sait pas ce qui se passe pendant quelques siècles, puisqu'on n'a rien, on n'a rien trouvé nous dans ce paléosol 2-3. Puis on retrouve donc des industries et du matériel dans le paléosol 1. Et dans ce paléosol 1, on a au contraire cette fois-ci une composante de faune qui est surtout marquée par du poisson. Il y a quelques restes de faune mammalienne, donc ils chassent un peu aussi de la faune mammalienne, mais c'est surtout du poisson. Et une industrie complètement différente de celle du paléosol 4.
Donc entre 4 et 1, on tient vraiment notre transition au cours du 10e millénaire entre des chasseurs de mammifères terrestres avec une industrie, en l'occurrence de pointe pédonculée pour faire simple, et des industries plutôt lamellaires à micro-lamelles, enfin à petites lamelles retouchées, quoique cette année elles sont un peu plus grandes ici, qui correspondent au paléosol 1, associées essentiellement à du poisson. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant comme changement économique et technologique, avec a priori pas de filiation claire entre les deux faciès, mais ça c'est la thèse de Clément, qui est soutenue dans 15 jours, qui en dira beaucoup plus. Puis après on part vraiment dans le début de l'Holocène, où malheureusement nous on n'a plus rien d'archéologique ici. Donc là naturellement, entre moins 9000 grosso modo et moins 5000, on n'a plus d'archéologique puisque là on est dans l'eau. Donc il faut aller ailleurs pour en trouver, peut-être à Agadima où on va se rendre ensemble à partir de la semaine prochaine et on refera des archives filmiques à Agadima dans quelques jours. C'est peut-être là où on va trouver le chaînon manquant chronologique par rapport au moment où nous on a le lac ici. Peut-être que les types sont à Agadima et ailleurs, mais enfin, espérons qu'ils sont aussi à Agadima, avant de retrouver les industries tout à fait récentes, mais qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont dans le sol actuel et très difficiles à dater. Donc là aussi peut-être qu'Agadima peut nous apporter aussi des éléments de calage stratigraphique plus fins que ce que la plaine de la Bulbula peut nous donner. Voilà, en direct du DKWD, c'est terminé.